Nouvelle-Calédonie, actualité. Samuel Népehoun quitte ses fonctions de président-directeur général d'Air Calédonie. Cela fait 10 ans qu'il occupait ce poste. Daniel Ambouy prendra la tête de la compagnie domestique. Samuel Népehoun, que l'on écoutera en début de ce journal. Anne-Lise Young, consul général d'Australie, est en visite dans le nord du pays. Centre culturel Pomemi à Koné, l'université de Bako, l'usine de KNS Avo. Quel est l'objectif de cette visite? Elle sera notre invitée ce soir dans nos studios de Koné. Et enfin, de plus en plus de Calédoniens achètent ou demandent des biens d'occasion. À Point Bout, qui est ici responsable de SOS Personnes, récupère des vêtements ou objets pour les donner gratuitement aux personnes nécessiteuses. Reportage dans cette édition. Pour débuter ce journal, Samuel Népehoun, PDG d'Air Calédonie, quitte ses fonctions. Il occupait ce poste depuis 10 ans maintenant. Daniel Ambouy sera désormais à la tête de la compagnie domestique. Mathias Wanneux assurera, lui, la présidence du conseil d'administration. Donc, il a déclaré, je cite, « Je pars serein vers de nouveaux projets plus personnels ». Je vous propose de l'écouter. J'ai pris la compagnie au lendemain des événements dramatiques de marée avec des morts et qu'il fallait un peu restabiliser la compagnie. Donc une des premières choses que j'ai engagées, c'était d'abord rétablir un climat social apaisé, un dialogue social constructif. On a dû signer des accords, donc après, tout de suite après, acheter un 4e avion puisque le trafic a augmenté très vite. En parallèle, renouveler la flotte. En juillet 2014, on déposait le premier dossier de défiscalisation. On fait le siège social et on engage toute la partie modernisation de la compagnie qui a été conduite, on va dire, plutôt efficacement jusqu'à aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de choses à faire. On a 2 dossiers qui sont dans les tuyaux. D'ailleurs, je pars à Paris ce soir avec mes collègues pour assurer la passation avec ATR, autant à Toulouse qu'au retour. On s'arrêtera à Singapour parce qu'une grosse partie des équipes ATR aussi se trouvent à Singapour et ce sont nos interlocuteurs dans la région. Et les 2 dossiers qu'on a dans les tuyaux en ce moment, qui sont plutôt bien introduits auprès des ministères parisiens, c'est la réalisation d'une plateforme de maintenance sur Tontouta. C'est un budget de l'ordre d'1 milliard à peu près. Et puis aussi le simulateur de vol, un projet d'1 milliard à peu près aussi, sur lequel on travaille depuis des années avec Air Tahiti. Et on a convenu de le faire en Nouvelle-Calédonie parce que Air Tahiti est peut-être un petit peu trop excentré par rapport à l'activité et ceux qui pourraient être intéressés par un tel projet. Donc voilà, il y a encore quelques beaux projets, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont la structuration de la compagnie, on y est arrivé. Maintenant, elle est sur un bon rail et puis je pense que c'est les projets d'avenir que maintenant il va falloir conduire. On est effectivement une structure qui a eu un beau développement, mais qui malgré tout reste très fragile parce qu'elle a une structure de charge qui est quand même assez importante. On a eu l'occasion de le dégraisser, de redimensionner nos équipes, etc. Mais c'est vrai que des mouvements sociaux comme ceux qu'on a connus, notamment au mois d'août, où c'est notre mois de l'année où on fait du gros chiffre, là on a perdu quasiment 8000 passagers sur le mois d'août, c'est énorme. C'est un peu dommage parce que ça reste un bel outil, comme je le dis, mais malgré tout, elle a quelques fragilités. Elle n'a pas besoin de ce genre d'événement pour le fragiliser davantage. Je pense qu'il était temps de passer à autre chose, autant pour moi que pour le développement de la compagnie. Je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle dynamique et quelque part, comme je le dis, une grande partie des choses sont faites. On a un outil qui est performant, moderne, modernisé et qui est prêt à faire face à de nouveaux défis. Donc je souhaite surtout beaucoup de courage et de chance à l'équipe qui suit. Voilà une longue interview qui nous a été accordée en fin de journée, des propos recueillis par Mathurin Derel. Série noire sur les routes calédoniennes ces dernières 48 heures, 4 morts de jeunes gens à Koumak. Le chauffeur en cause était alcoolisé et 2 autres ce matin à Bouraille au niveau du col des Arabes. Le conducteur aurait fait une sortie de route. 51 morts, c'est le nombre de victimes tuées sur les routes depuis le début de l'année au pays, mais le bilan pourrait évoluer.
Depuis samedi, une chapelle ardente a été érigée au Charlet, le siège de l'USTKE à Vallée du Tir, en hommage à Louis Kocha-Oregei, son président fondateur décédé jeudi dernier. Militants, responsables syndicaux ou plus généralement calédoniennes et calédoniens, ils sont nombreux à venir se recueillir devant la photo de Loulou, comme était surnommé le fondateur de l'USTKE. On écoute les témoignages recueillis par notre journaliste Michel Pimbé. Ce courage-là, cet esprit-là, que je suis venue ici aujourd'hui en présence de tous les frères et les sœurs du syndicat, venu dire merci simplement à Loulou, quoi. Merci beaucoup mon frère, quoi. Merci. Vraiment, le pays te doit beaucoup, quoi. Et j'espère que tous nos enfants prendront exemple sur Louis, quoi. C'est avec lui que le FULC de Pointe-du-Mier a gagné les premières élections indépendantistes. Et c'était avec Loulou. Et depuis, on a toujours maintenu les liens d'amis. Après, c'est devenu familial parce que on était un peu les oncles de ses enfants. Mais on savait que Loulou, dès n'importe où on arrivait, et quand Loulou dit oui, il n'y a pas de oui peut-être, oui je ne sais pas. Et l'avantage avec Loulou Oregei, il n'y a pas de besoin de papier. Quand tu te dis je te donne la parole qu'il y a ça, il y a toujours. Quand il dit à un chef d'entreprise ou à des militants, je donne la parole de ça, la parole a toujours été tenue. Et puis ça, c'est quand même extraordinaire. Même dans son combat politique, Loulou, il a toujours été comme ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ses prises de position ont toujours été les mêmes, il n'a jamais changé de cap. Voilà, et selon nos informations, la dépouille du défunt pourrait être rapatriée d'ici 15 jours à 1 mois depuis la métropole. Le site de Kouekara devrait accueillir une grande cérémonie funéraire en attendant le rapatriement du corps de la métropole. Donc les portes de la chapelle ardente sont ouvertes tous les jours jusqu'à 21h à la Vallée du Tir. En visite en province nord, Annelise Young, consul général d'Australie au pays, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir Elise. Alors vous avez été nommée le 20 juin, mais il y a 10 ans, donc vous occupiez le poste de consul adjointe. Donc vous connaissez déjà la Nouvelle-Calédonie. Donc merci d'avoir accepté notre invitation dans nos studios de Koné, d'avoir pris le temps de passer. Alors une question toute simple, pourquoi un déplacement dans la zone VKP ? C'est normal, je suis là consul général pour toute la Calédonie et aussi pour Wallis et Futuna. Donc maintenant j'ai fait toutes les 3 provinces et j'ai aussi visité Wallis. Donc je suis vraiment ravie d'être ici et j'ai un agenda très chargé pour ma visite. Alors un agenda très chargé, vous allez donc visiter l'université de Bakom, on en parlera tout à l'heure. Demain vous visiterez l'usine, plutôt mercredi, l'usine de Vavuto à Vaud. Vous connaissez bien le monde de la mine, vous y avez été, donc vous avez travaillé dans le domaine en Indonésie. En quoi l'économie minière pourrait être un atout pour nos deux pays ? Oui, on a tous les deux une histoire longue dans le secteur minier et donc c'est un atout naturel qu'on travaille ensemble là-dessus. Et c'est vraiment l'objet principal de ma visite ici aux provinces nord en fait, c'est de développer les liens économiques entre l'Australie et les provinces. Et peut-être vous le savez déjà, mais il y a environ 20 Australiens qui travaillent sur l'usine du Nord, y compris Neil Meadows, le directeur général. Ensuite, il y a environ 160 entreprises sous-traitantes australiennes qui travaillent ici aussi et elles partagent leur savoir-faire et leur expertise pour justement développer le secteur du nickel en Calédonie. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est les opportunités pour l'Australie et la Nouvelle-Calédonie de travailler ensemble pour accéder, pour faire partie des chaînes d'approvisionnement pour les batteries, pour les voitures électriques. Alors justement, comment va se concrétiser ce projet ? Voilà, donc il y a 2 entreprises australiennes, Queensland Pacific Metals and Pure Battery Technologies, qui cherchent des partenariats à long terme
en Nouvelle-Calédonie. Tous les deux ont des technologies australiennes, mais c'est des technologies différentes, mais ce sont innovatives et vertes. Et du coup, la transition vers l'énergie verte au niveau mondial, il ne faut pas qu'on le rate, en fait. Et donc, oui, je cherche à vraiment tisser les liens, chercher des partenaires et en parler de ces occasions là-dessus. D'accord. Alors, la Nouvelle-Calédonie appartient à l'ensemble français, donc vous le connaissez, hein, l'Australie intervient peu sur le plan financier. Alors, existe-t-il des perspectives de rapprochement sur le plan économique? Non, on ne donne pas de l'aide à Nouvelle-Calédonie, mais on est le plus grand bailleur de base à la CPS, dont on est très fiers. Comme la Nouvelle-Calédonie et la France, l'Australie est aussi membre entière de la CPS. Alors, vous le dites, vous donnez peu à la Nouvelle-Calédonie, mais comment voyez-vous l'évolution, les relations entre nos deux pays? L'Australie pourrait-elle être un soutien au développement économique, par exemple? Oui, justement, je viens de vous parler des opportunités dans le secteur minier. Ce qui existe déjà, il faut les saisir. Mais ensuite, on vient de voir le retour des paquebots, des croisiéristes. Avant le Covid, il y avait 300 000 croisiéristes australiens qui venaient sur le Caillou chaque année. Et donc déjà, c'est un autre moyen de soutenir le développement économique de la Nouvelle-Calédonie à travers le tourisme. Alors, on vit dans une période de changement géostratégique. D'ailleurs, vous l'avez dit dans un média de la place, les États-Unis, à l'occasion du sommet entre les États-Unis et le Pacifique insulaire, s'est entretenu fin septembre avec notre gouvernement. Alors, les États-Unis et l'Australie sont deux pays proches. Comment voyez-vous cette réaffirmation de la présence américaine dans le Pacifique? Il y avait toujours été une présence américaine dans le Pacifique, y compris ici sur le Caillou à l'époque. Donc on le trouve très bien et aussi très normal. Après tout, il y a Hawaï, il y a tous les Guam et les autres États compacts des États-Unis. Et quelle est la place justement de l'Australie dans cette stratégie? On a toujours été partenaire étroite avec les États-Unis, mais aussi avec la France. Et en tant que membre entière du Forum des îles du Pacifique, on est très très proche avec nos voisins insulaires, les pays insulaires du Pacifique, y compris la Nouvelle-Calédonie. Donc, oui, pardon. Allez-y, continuez. Non, justement, je pense que vous voudrez savoir peut-être ce qu'on cherchait dans la région. Et justement, ce qu'on cherche, c'est d'habiter dans une région qui est sûre et qui prospère, où le droit international est bien suivi. Et justement, on n'a pas envie de voir aucun changement unilatéral au status quo. Alors, j'avais une dernière question pour terminer. Donc, vous êtes présent également pour la diffusion du documentaire Alik and Albert dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones. On va découvrir après un extrait à l'université de Bakou. En quoi c'est important pour vous? C'est très important pour moi, pour mon gouvernement, pour deux raisons. 3 raisons même. Premièrement, parce que ça parle des liens entre le Pacifique et les peuples des îles du détroit de Torres au nord d'Australie. Deuxièmement, ça parle de le changement climatique, qui est un défi auquel on fait face tout le monde. Et il faut absolument qu'on agisse ensemble pour le combattre. Et troisièmement, ça mettre en valeur notre peuple premier, dont on est très fiers, et on trouve la couture là aux îles détroit de Torres est très semblable à la couture kanak. Madame Young, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et avant de terminer réellement cet entretien, je vous propose de regarder un extrait du film Alik et Albert dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones.
I said maybe one day you can come and visit my island. When Ali did present me with an oral invitation, I thought it was wonderful. The bus is in the air. Prince of Monaco is coming to Baden. I think the main thing is make him fit in, make him be like one of us. Maybe somehow we can all work together to basically save the planet. Voilà, ce film est public, il sera diffusé demain à partir de 18h30 à l'université de Bako en province nord. Voilà. On rappelle qu'un Calédonien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. La vie chère n'arrange pas la situation et vous êtes de plus en plus nombreux à chercher des biens d'occasion ou de bonnes affaires. Kessie, habitante à Pointe-Boute, a monté depuis 2011 une organisation SOS Personnes dans le besoin et depuis c'est chez elle que la population vient récupérer des affaires gratuitement. Un reportage d'Océane Zobler. Bonjour. Bonjour. Il y a des livres enfants, si vous voulez, les enfants, là, pour apprendre sur Noël. Halloween, c'est bientôt Halloween, hein, oui. Et des petits sacs pour mettre ce que vous voulez dedans, hein, les enfants. Voilà. Comme chaque jour, Sylvie regroupe quelques dons reçus chez elle pour les redistribuer, vêtements, livres ou encore trottinettes. Ce matin, plusieurs personnes se sont déplacées pour en profiter. Je suis venue chercher des vêtements pour mes enfants. Et ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. J'ai vu sur les réseaux sociaux, puis je l'ai contactée directement. Et puis c'est là qu'elle m'a dit de passer chez elle. Quand je vois des gens qui viennent et qui repartent avec le sourire, pour moi c'est une fierté. Le partage c'est important déjà pour la nouvelle génération qui arrive, montrer que voilà, donner sans rien attendre. Après moi je fais appel voilà, aux bénévoles, ceux qui ont des moyens de transport, parce que c'est vrai que sur Nouméa j'ai beaucoup de dons, donc les meubles, beaucoup de canapés, tout ça par exemple, mais je peux pas me déplacer, donc je dis aux gens de venir, mais c'est pas forcément tout le monde qui peut se déplacer, donc c'est vrai que c'est sur ce côté-là c'est assez difficile quand même. Et vous avez trouvé ce qu'il vous faut? Oui. Ok, super. Merci. De rien, et puis vous repassez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça marche, merci. De rien, au revoir, tata. C'est à travers les réseaux sociaux que Sylvie informe les Calédoniens sur les dons et objets qu'elle reçoit, un moyen qui lui permet de toucher plus de monde. C'est mon pseudo, voilà. Donc cette page-là, elle sert pour les gens qui veulent me contacter. Il y a 2-3 semaines de ça, j'avais préparé pour Wegwa. La dame est venue chercher. Des fois, il y a des handicapés qui cherchent. Ça, c'est le numéro de Nouméa. J'ai quelqu'un sur Nouméa. Je suis aussi sur annonce.nc. Je suis aussi dans le gratuit. Donc j'élargis vraiment un peu partout. Depuis un an, face à la demande qui augmente, au moins une personne par semaine se déplace ici pour récupérer des affaires. Dans le besoin ou pour faire des dons, vous pouvez contacter l'organisation via les réseaux sociaux ou par téléphone au 96 95 74 ou au 47 22 28. Vous pouvez également vous rapprocher de la Croix-Rouge ou du Secours catholique de Koné. Connaissez-vous le batik? Cette technique ancestrale de teinture est un art de la culture indonésienne. 2 maîtres du batik ont répondu à l'invitation de l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Ils exposent au centre culturel du Mont d'Or jusqu'à dimanche et interviennent dans des ateliers d'initiation. Un reportage de Marie Guenette-Goy. Johnny et Fiki accueillent l'association des anciens élèves de l'école d'art. Ces artistes sont à l'affût de nouvelles techniques et partagent un réel engouement pour ce patrimoine culturel. Ça demande beaucoup de travail, ça a l'air fastidieux, mais quand on voit le résultat, on se dit que ça vaut la peine. Donc voilà, on est heureux d'être là. Et on est comme des petits enfants, on a les yeux qui brillent, on est enchantés de cet atelier. Le batik, c'est un symbole fort de l'identité indonésienne, avec toute une philosophie, des motifs qui racontent une histoire, qui racontent beaucoup de choses.
Ces toiles très colorées représentent le batik des temps modernes. Il peut même se mélanger aux autres cultures, créant un métissage artistique unique. Dans chaque culture, on a des motifs identitaires, des motifs qui sont forts. Et finalement, on peut mixer avec d'autres, je pense au tapa par exemple, où on a aussi des motifs qui se ressemblent d'ailleurs avec certains motifs indonésiens. Le batik reste un art, alors il peut être la passerelle pour véhiculer un regard sur la société. C'est le cas de Vicky, venue de Yogyakarta en Indonésie. Elle expose au centre culturel du Mont d'Or. En fait, c'est une métaphore sur la corruption. J'ai dessiné des pêcheurs avec des enveloppes. Les enveloppes représentent l'argent et les pêcheurs, les humains. Aujourd'hui, la société fonctionne comme ça. On se fait acheter par ces enveloppes. Maintenant, on ne vit que pour l'argent. L'humain récolte, il récolte et une fois qu'il a toutes les enveloppes, il les redistribue. Et le processus recommence. C'est un cercle vicieux en fait. Johnny et Vicky s'en vont bientôt, mais jeudi, un nouvel atelier d'initiation au batik est organisé au foyer indonésien à Robinson. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.